qui me connaissent savent que j'ai un attachement tout particulier au secteur primaire et à la terre et à nos campagnes. Parce que plus que tout, je trouve ça dramatique que dans nos campagnes, ceux qui cultivent la terre, ceux qui élèvent, soient les parents pauvres de notre économie. Qu'ils soient ceux que l'on méprise, ceux que l'on considère comme la dernière roue du carrosse. Je rêve d'un Sénégal dans lequel les lois des gouvernements pour donner l'accès à la terre profitent aux jeunes, à ceux qui tiennent les murs, pour élever, pour cultiver. C'est pour ça que quand j'ai découvert sur LinkedIn Souleymane Agne, j'étais en émoi. Et je pense que c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'espère qu'il va faire des émules ce soir et surtout sur Internet. Voilà, je le laisse vous envoûter. C'est Souleymane Agne, le roi de la fraise du Sénégal. Bonsoir tout le monde. D'ailleurs, je m'excuse Mariam du retard. En fait, j'étais dans les champs, précisément à Mboro, à 2 heures de Dakar. Et ça fait mon 54e 448 km parcourus dans les campagnes, mis à part les 460 jeunes formés et 70 agriculteurs accompagnés. Et je pense que ce sont certainement en fait ces chiffres qui me donnent aujourd'hui l'opportunité d'être ici pour partager avec vous, mais pas parce que je suis un exemple de succès. Je ne suis pas encore un exemple de succès. Mon nom c'est Thierno Souleymane Agne, plus connu sous le nom de Souleymane Agne. Certains me surnomment le révolutionnaire agricole ouvert, d'autres en fait Monsieur Fraise sucré. Et ce que je dirais en fait, moi personnellement, je dirais que je suis l'homme le plus dangereux au monde. Parce qu'en 30 minutes d'échange, je suis capable de vous faire démissionner de votre travail, vous pousser à vous lancer dans l'agriculture sans réfléchir. Donc si vous tenez à votre travail, ne restez loin de moi. Ça, je vous conseille. Mon ambition, en fait, c'est de révolutionner l'agriculture africaine et aussi de faire du Sénégal le premier pays producteur de fraises en Afrique. Et ça me donne en fait toutes les batailles, ça m'amène sur tous les terrains. J'aime l'agriculture, c'est ma passion, c'est ma raison d'être, c'est ma vie. Et grâce à elle, j'ai épousé la femme la plus belle au monde, j'ai eu le bébé le plus beau au monde et j'ai une excellente famille que je partage mes jours à mes nuits. Bon, si on me dit de partager en fait mes parcours, je dirais en fait juste que ça se résume en 3 mots. Mission, innovation et passion. Mission. On est en 2009, je viens juste d'avoir mon baccalauréat, on m'a orienté à la faculté des sciences juridiques et politiques. Comme tout jeune étudiant, on est content en fait d'avoir décroché son bac et d'être orienté à la faculté. Bien sûr, j'ai demandé d'être orienté à la faculté des sciences juridiques et politiques. Et là, j'ai débarqué sur place. Première année, deuxième année, troisième année, pour préparer ma licence. Et là, en fait, je me suis posé une simple question. En fait, on est plus de 10 000 étudiants autour d'un amphithéâtre en train d'attendre à chaque fois en fait, que le professeur nous partage ses cours, etc. Et un jour, je me suis posé une question. En fait, qu'est-ce que je vais apporter de plus parmi ces 10 000 étudiants? Est-ce qu'on a plus de 10 000 jeunes, 10 000 étudiants qui se partagent les mêmes objectifs, les mêmes ambitions? Est-ce que nous tous, enfin, nous allons réussir? Ou bien est-ce qu'après, on aura des opportunités, ou bien je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut apporter à ces pays? Donc je commençais en fait à placer les doutes dans ma tête. De mon retour chez moi, dans ma région natale, Tambacounda, j'ai échangé un jour avec mon père, qui m'a un peu parlé de l'histoire de mon grand-père. En fait, mon grand-père est homonyme, s'appelait Thierno Souleymane Agne. Il était le premier imam ratib de la région de Tambacounda. Et à l'époque, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il disposait de milliers d'hectares. Et j'ai appris qu'après chaque campagne, il prenait la moitié de ses récoltes et les partageait avec les troupes françaises de l'époque
qui était composé des tirailleurs sénégalais. Pour lui, c'était une façon de participer à la guerre, pour aider ses frères tirailleurs. Donc, elle l'a fait lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et après la guerre, elle a reçu des médailles, chevalier de l'Ordre national du mérite, la Légion d'honneur et aussi chevalier de l'Ordre national du sauvetage. C'était incroyable pour moi. Comment ça se fait que juste en une seule génération, que personne n'a été au courant de son histoire? Personne en fait, juste une génération, même nous en fait, ses petits-fils, on n'a jamais eu connaissance de cette histoire-là. Et c'est là en fait que j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je vais laisser enterrer cette histoire, que personne ne découvre ce que cet homme a fait, ou est-ce que je vais essayer de recréer l'histoire? Après, je suis revenu à Dakar en ayant une idée en tête. Je vais me lancer dans l'agriculture. Une fois sur place, là encore, retourner à l'amphithéâtre, là je me dis en fait, là il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que j'ai décidé de passer le concours d'entrée au Centre national d'horticulture. J'ai réussi le concours. Après avoir réussi le concours, je me trouvais en fait dans une situation, continuer mes études en droit ou bien continuer ou me lancer carrément dans l'agriculture. Il fallait que je fasse un choix. À un certain moment donné, j'ai décidé d'abandonner mes études en droit pour me lancer dans l'agriculture. Et là, il fallait être là. J'étais traité comme en fait le fou de l'université. Comment ça s'est fait en fait? Quelqu'un qui a été brillant en droit à l'école pouvait d'un bon jour en fait décider d'abandonner ses études en droit pour se lancer dans un métier qui appartenait aux pauvres. J'ai quand même en fait décidé de me lancer. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis fixé une mission. Je voulais en fait que le monde connaisse mon grand-père à travers ma personne. Que le nom de mon grand-père soit connu à travers le monde, à travers mon nom moi-même. Et là, je me suis lancé carrément dans l'agriculture. Première année à l'école de centre de formation professionnelle horticole. Deuxième année, là, je faisais face aussi à un problème. Notre directeur nous a dit que plus de 2000 étudiants qui sont sortis de cette école sont sortis et n'ont jamais eu d'emploi. Je me suis dit, si je sors de cette école-là sans pourtant avoir de l'emploi, là, mes camarades ont raison sur moi. Ils vont se moquer de moi. Alors, je me suis dit, au lieu d'aller en fait à la recherche de l'emploi, pourquoi pas créer des emplois? C'est là que j'ai commencé à avoir l'idée en fait de créer ma propre entreprise. Un jour, en fait, comme par hasard, il y a l'ambassade en fait de la Grande-Bretagne qui a proposé un concours où en fait c'est un concours de projet où les différentes universités, tout le monde en fait allait proposer des idées de projet et le soumettre au niveau de l'ambassade pour pitcher en quelque sorte. Et là, moi j'étais en deuxième année, je n'avais pas le droit en fait de compétir. C'était juste les étudiants de troisième année qui avaient le droit de compétir. Et là, une semaine en fait avant de soumettre le projet, je me suis rapproché du directeur qui m'a fait savoir que personne n'a soumis. Alors j'ai dit, est-ce que je peux soumettre? Il m'a dit, oui, tu peux essayer, tu peux tenter ta chance. Alors, il fallait forcément avoir 4 personnes à qui partager le projet pour que tu puisses soumettre. Alors, je me suis rapproché des 4 personnes de notre camarade de classe. Je les ai proposé de me rejoindre dans le projet. Ils ont accepté. On a soumis. Un bon jour, on nous a appelé pour nous dire qu'en fait, vous faites partie des finalistes. Alors là, il fallait maintenant aller en fait présenter et pitcher le projet. Au jour, en fait, une fois sur place pour pitcher lors de la finale, là, en fait, on avait des jeunes, je n'avais même pas des jeunes. En fait, quand chaque personne se présentait avec son projet, on avait des masters, des DEA, des doctorats, des personnes qui avaient la thèse, etc. Donc, on était les seules personnes qui, en quelque sorte, n'avaient même pas encore la licence et qui devaient présenter le projet. Et là, on se disait qu'on était morts. Parce que là, on avait des gens beaucoup plus calés que nous qui devaient présenter le projet. Après, en fait, la présentation, nous aussi, on a présenté le projet. En fait, on a maîtrisé parfaitement nos projets. On a présenté le projet et on a gagné le concours. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que les diplômes ne servaient pas à grand-chose. En fait, ce n'était pas forcément nécessaire d'avoir les grands diplômes, de collectionner les grands diplômes pour faire quelque chose dans la vie. C'est là que j'ai compris, en fait, il fallait juste avoir une idée dans la tête, de bien maîtriser ce qu'on voulait faire et chercher à l'exécuter à tout prix. Et c'est à cette période si précise que je me suis commencé, en fait, on s'est tous dit qu'on va se lancer carrément sans pourtant même chercher à avoir les grands diplômes. Et là, on a débuté notre projet. On avait gagné 2 millions, après on a participé à notre concours où on a 6 millions, on a démarré notre business. Et le projet, c'était quoi en fait? C'était un projet qui combinait l'apiculture, l'aviculture et la floriculture pour produire des produits 100% bio.
On nous a appris à l'école c'est quoi l'apiculture, c'est quoi l'aviculture et c'est quoi la floriculture. Donc ce qu'on faisait, on combinait juste ces 3 volets pour produire des produits 100% bio, sans pourtant utiliser des pesticides ni des engrais chimiques. Donc on a démarré nos activités, on a installé en fait l'un des volets, l'aviculture dans la région de Tambacounda et l'autre volet à Dakar. Et on a démarré nos activités. Et on était des petits millionnaires en quelque sorte en étant en classe. Au bout de quelques années, là en fait, quand l'argent commençait vraiment à sortir, là je voyais en fait, quand l'argent sort bien sûr, là on commence à avoir des divergences. Et le truc c'est que mes camarades, eux ils voyaient beaucoup plus en fait l'argent que plutôt de mettre en place l'innovation. Alors moi ce qui m'intéressait c'était l'innovation, pas forcément l'argent. On a une innovation qui nous a permis de gagner des prix, alors il faut insister sur cette innovation, mais pas essayer de faire focus sur l'argent. Donc on se partageait plus en fait les mêmes visions. Alors là, j'ai décidé d'abandonner, de quitter, de démissionner de ma propre entreprise et de chercher en fait à poursuivre ma mission. J'ai une mission bien initiale qui m'a poussé à me lancer dans l'agriculture. Alors là, on me disait aussi, toi aussi tu es complètement fou, comment tu peux créer ta propre entreprise et démissionner de cette entreprise, laisser à quelqu'un d'autre, sans pourtant demander de départ. J'ai fait ce choix, j'ai démissionné. Et là, en fait, j'ai fait 6 mois, 4 mois de tente. Et là, j'ai pensé à quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit maintenant, quand je me lance dans l'agriculture, je ne vais plus essayer de me faire focus sur mon propre business, mais essayer de changer l'agriculture sénégalaise. Et je me suis rendu compte d'une chose. Pour changer l'agriculture sénégalaise, il faudra accompagner les agriculteurs qui représentent 75% de la population active. Et pas essayer de faire focus sur son business. C'est là que j'ai créé en fait une autre structure que j'ai appelée Walloma Agri, comme Walloma comme son nom l'indique, Walloma accompagner des agriculteurs en quelque sorte. Et là, j'ai démarré le business. Ce qu'on fait, c'est accompagner les agriculteurs au jour le jour. On est sur le terrain, on les accompagne sur les bonnes pratiques culturelles. Au-delà même, on est parti maintenant. Ce qu'on fait présentement, c'est aussi accompagner les startups qui doivent se lancer dans l'agriculture. Donc notre mission, c'est vraiment accompagner les exploitants agricoles, les agriculteurs, les startups qui doivent se lancer dans l'agriculture et qui n'ont aucune expertise dans le domaine agricole. Et là, en fait, sur le terrain, au fur et à mesure qu'on avance, je suis quelqu'un en fait qui aime beaucoup plus, qui aime surtout l'innovation, qui aime créer certaines choses. Et je n'aimais pas trop faire focus sur certaines cultures, comme par exemple l'oignon, carottes, pommes de terre, tout le monde cultive ça. Je me suis dit vraiment, ça, on nous a cassé la tête avec ça, pourquoi pas faire quelque chose d'autre? Et c'est là que je me suis commencé à m'intéresser aux cultures qui sont un peu rares, comme par exemple la fraise, la pomme, etc. du genre. Et je me rappelle même que lorsque j'étais en classe, lorsque en fait, l'un de nos profs nous tampanisait avec des cultures comme la tomate, l'oignon, je lui disais en fait pourquoi pas faire des cultures comme la fraise et autres. Il m'a carrément dit, n'essaie même pas de t'aventurer sur ça, ça ne doit pas marcher. J'ai dit, je vais essayer pour voir si ça va marcher. Donc je me rappelle, c'était en 2011 même, j'ai testé en fait la culture de la fraise et ça avait marché, mais aussi je l'ai mis au tiroir parce que je n'étais pas du tout encouragé. Maintenant en 2016, là, en fait, j'étais en plein accompagnement avec les agriculteurs, on accompagnait les agriculteurs. J'avais un collègue, un collaborateur qui s'appelait Ali Afal, qui m'a aussi poussé à penser à ces cultures-là. Donc, j'ai décidé de me lancer maintenant dans la culture de la fraise. Et là, on a fait une expérimentation sur la culture de la fraise sur 2000 mètres carrés et que ça marchait, ça donnait. Et après ces 2000 mètres carrés, on a tenté, en fait, on a décidé d'aller sur une surface beaucoup plus large. Et je me rappelle, on a investi presque 18 millions de francs CFA, on a tout perdu. On n'a même pas récolté une tonne. Parce que tout simplement, on ne maîtrisait pas la culture. Mais quand même, on a décidé en fait de continuer, de parfaire, etc. Et aujourd'hui, je dirais en fait qu'on est un peu partout, on est connu un peu partout en fait en Afrique, au Sénégal, par cette culture-là, qui est la culture de la fraise. Donc ce qu'on fait, c'est la culture de la fraise bio. Donc là, maintenant, on va y aller en échelle parce qu'on s'est rendu compte qu'on était incapable de satisfaire la demande. Quelle que soit la production qu'on fait, on n'est pas en mesure de satisfaire la demande nationale. Là, même internationale, je ne vais pas en parler parce qu'on est sollicité au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina, etc., partout en Afrique. Mais on n'est même pas capable de satisfaire la demande locale. Et c'est là qu'on a pensé en fait à une chose. C'est quoi? C'est essayer d'être... On s'est dit on va essayer de faire du Sénégal le premier pays producteur de fraises en Afrique. Et pour cela, il faut qu'on essaye d'aller en groupe. C'est-à-dire essayer de voir toutes les personnes qui
qui souhaitent se lancer dans la culture de la fraise, ou toutes les personnes qui sont déjà de la culture de la fraise, essayer de se regrouper, d'être en bloc et de travailler, de proposer un label. Ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a réussi à mettre sur le marché, une marque que nous avons appelée les fraises délices, qui sont vraiment connues maintenant sur le marché sénégalais. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est vraiment impacter et être une force de frappe. Et là, le problème qu'on a au Sénégal, c'est que les gens n'aiment pas travailler ensemble. Les Sénégalais aiment souvent dire sama, maman, etc. Et c'est ça, en fait, le blocage au Sénégal. Ils n'ont pas cette culture, en fait, d'aller ensemble, de travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment le blocage que nous avons présentement. Et dans l'agriculture, le problème qu'on a, c'est que souvent, les filières ne sont pas du tout organisées. Et que le Sénégalais, et l'Africain même de façon générale, est un imitateur par excellence. Quand quelque chose marche, tout le monde veut faire la même chose. Je me rappelle, lorsqu'on se lançait dans la culture de la fraise, les gens ne voulaient même pas y penser, c'était impossible. Et quand ça commence à marcher, maintenant tout le monde veut faire la même chose. Et là, ce qu'on veut faire maintenant, c'est essayer d'organiser tout ça pour ne pas qu'en fait, qu'on se lance aussi dans la désordre, etc. des gens. C'est pourquoi on essaye d'organiser les personnes. On a créé ce que nous avons appelé le réseau des producteurs des fraises délices. Les fraises délices sur notre marque. Donc l'idée, c'est vraiment de chercher les gens qui sont intéressés par cette culture, qui disposent des champs, mais aussi de se rapprocher des gens déjà qui ont des exploitations agricoles, essayer de les regrouper, de cultiver les fraises, de les mettre sur le marché, de mettre une seule marque, de le commercialiser sur le marché sénégalais avant de tourner sur le marché africain. Présentement même, on reçoit en fait des stagiaires qui sont venus partout en Afrique, dans d'autres pays africains, qui font des stages sur la culture de la fraise. L'idée après, c'est de les implanter dans d'autres pays africains. Donc là, pour le moment, c'est la fraise. Après, ce sera la framboise. Après aussi, ce sera d'autres cultures comme les fraises, qui sont souvent des fraises, des salades qui sont souvent des salades importées. Et pourquoi pas même la pomme. On pense en fait aussi à cultiver la pomme. Ça, c'est la fraise. Donc nous avons réussi à implanter la culture de la fraise au Sénégal. Et ça prend son cours. Et Inch'Allah, en fait, on sent qu'il y a des possibilités d'atteindre nos objectifs. Et récemment, toujours en fait dans nos cursus, bien sûr, durant toutes ces années, depuis 2013 jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, on a remporté pas mal de prix au niveau national et international, 9 prix au niveau national et 2 prix au niveau international, à travers les travaux qu'on a réussi à faire. Et récemment, en fait, on a eu l'idée, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Le problème des agriculteurs, l'un des plus grands problèmes, c'était quoi? C'était le problème de commercialisation des produits agricoles. On s'est dit qu'il fallait en fait aussi trouver une solution efficace qui permet aux agriculteurs de commercialiser le produit de façon vraiment efficace. Et là, l'idée qu'on a eue, c'est qu'on a eu une idée aussi simple. C'est quoi? C'est de créer une foire agricole virtuelle que nous avons appelée eConnect Agri. C'est-à-dire quoi? En fait, nous avons juste pris le concept d'une foire physique que nous avons transformé en foire virtuelle. C'est-à-dire, en fait, nous avons créé une plateforme qui permet aux agriculteurs d'exposer le produit agricole via la plateforme. C'est-à-dire, la personne vient sur place, il crée son stand, il expose son produit et il le commercialise en ligne. Là, via son stand, il a la possibilité, par exemple, de participer à une foire agricole internationale. C'est-à-dire que depuis son ordinateur ou son smartphone, on a la possibilité de participer à une foire, d'échanger avec des agriculteurs qui sont aux États-Unis, qui sont au Bénin, qui sont en Côte d'Ivoire, et de vraiment partager, d'être dans un hub de marché agricole international. Et là, de façon très simple, c'est tenir son stand virtuel comme on tient son stand physique, en exposant son produit, en ayant en fait une gestion libre de son stand virtuel. Et là, nous avons en fait récemment même reçu le prix de e-commerce application African Award que nous avons reçu à Nairobi. C'était en fait une compétition organisée par l'Union africaine et les Nations unies. Nous avons remporté le deuxième prix. Et là, en fait, nous avons lancé officiellement même la plateforme en mars 2019. Donc là, la plateforme est opérationnelle. Mais nous voulons déjà en fait nous avons décidé de la mettre en disposition de plus de 50 utilisateurs pour qu'ils puissent tester le produit, nous donner leur feedback pour que nous puissions le lancer officiellement. Mais si ça se lance, en fait, je dirais en fait que ce sera vraiment l'un des premiers outils révolutionnaires en fait qui n'a jamais été existé, parce que c'est la première foire agricole virtuelle qui n'a jamais existé dans le monde. Donc jusque-là, c'est ce que nous avons réussi à en faire. J'ai juste essayé de résumer parce qu'il fait un peu nuit et les gens sont un peu fatigués par le froid. Mais en fait, c'est juste le parcours que j'ai su de résumer. Parce que si j'essaie vraiment de détailler l'ensemble des parcours que j'ai eu à faire, je pense que nous allons même passer la nuit ici. Ça, c'est sûr.
Ce que je retiens juste en fait de tout cela, c'est que il y a une seule chose en fait qui m'a motivé, qui m'a poussé à rester ici, c'était vraiment la passion. Tout ce qui tourne autour, c'était la passion vraiment. Parce que je suis quelqu'un de vraiment passionné par l'agriculture. En dehors de cette mission que j'avais initialement, c'est-à-dire en fait de faire en sorte que le nom de mon grand-père soit connu par ma personne. Je ne dirais pas en fait que je ne l'ai pas totalement réussi, mais je dirais que je l'ai réussi à 50%. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle de l'agriculture sénégalaise, je ne sais pas pour me vanter, mais je pense que si on doit citer 10 personnes, je ferai forcément partie de ces 10 personnes. Et ça parce que tout simplement, en fait, on a réussi à faire quelque chose. On n'est pas en fait une structure étatique, mais quand même, réussir à accompagner plus de 70 agriculteurs, former plus de 460 jeunes, parcourir en fait plus de 54 448 km en moins de 4 ans. Je ne dirais pas en fait qu'il n'y a pas des structures que l'on fait, mais quand même nous sommes l'une des rares startups sénégalaises qui ont réussi à le faire. Et là, rien que pour ça en fait, ça nous motive, ça nous encourage à chaque fois qu'on se trouve dans l'autre bout du monde, en Afrique. Je pense que même comme anecdote, récemment à Nairobi, je marchais en fait dans les rues de Nairobi, il y avait en fait quelqu'un qui m'a appelé pour me dire Souleymane, Souleymane. Je ne tournais pas, je me dis non, en fait, c'est pas moi qu'on m'appelle, parce que là, personne ne me connaît. Et là, puisqu'il m'a mis devant moi, il m'a dit en fait, hello, you're not Souleymane, hein? Je dis, ah oui, c'est bien sûr moi. C'est pas toi qui cultive les fraises bio au Sénégal? J'ai dit oui, oui c'est bien sûr moi. En fait, j'avais peur de répondre parce que je pensais en fait que c'était quelqu'un qui voulait me tuer. Donc là, j'ai répondu, il m'a dit, en fait, c'était juste pour te dire merci. Parce que grâce à toi, mon frère a décidé de se lancer dans l'agriculture, juste en suivant tes vidéos. Et là, ça m'a fait quelque chose. Je me dis, en fait, je me trouve de l'autre côté en fait, de l'Afrique, et une personne m'interpelle dans ma vie qui me dit, grâce à toi, mon frère a décidé de se lancer dans l'agriculture, rien qu'en suivant tes vidéos. Et là, j'ai dit, en fait, c'est un impact. Et ça me rappelle comme aussi, en fait, un maman qui m'a appelé un jour pour me dire, Souleymane, j'ai un enfant de 14 ans qui a décidé de faire de l'agriculture parce que rien, en fait, en suivant tes vidéos sur YouTube. Et là, je me dis, en fait, ça me motive et ça m'encourage à me lancer davantage, bien à initier ce que j'ai fait, parce que je suis en train d'inspirer certaines personnes encore sans pourtant le savoir. Et là, ça reste juste une source d'inspiration pour moi et de motivation, en fait, pour pousser et inspirer d'autres jeunes. Et je pense qu'en fait, c'est la raison pour laquelle, en fait, on m'a amené ici. C'est pourquoi tantôt, je disais, en fait, je ne suis pas, en fait, un exemple de réussite parce que je n'ai pas encore réussi. Mais je cherchais quand même, en fait, ma motivation première, je dirais, en fait, c'est surtout d'inspirer pas mal de jeunes pour surtout se lancer dans l'agriculture parce que c'est un secteur d'avenir et beaucoup de gens ne le savent pas. Et c'est pourquoi tantôt, je dis, en fait, je suis un homme très dangereux parce que j'ai cette possibilité en 30 minutes d'échange de pousser une personne à se lancer dans l'agriculture sans pourtant réfléchir. Je sais en fait une chose, je profite de l'occasion pour le dire, si vraiment vous cherchez à vous faire de l'argent, alors arrêtez tout ce que vous faites et lancez-vous dans l'agriculture dès maintenant, avant que ce soit trop tard. Merci. S'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup, merci. Merci encore. Merci. S'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'on prend une question? Oui. Est-ce qu'il y a une question? Parce que je ne sais même pas qu'est-ce qu'on peut dire à Souleymane. Bravo! Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Souleymane. Voilà quoi. Donc, 5 parcours extraordinaires, 5 énergies, 5 passionnés. Souleymane, Mariem sont toujours là. Je pense qu'il y a... qui est resté? Je pense que Tiaba avait trop froid. Et certains sont partis. Il y en a qui sont encore là. Il y a un photobooth qui vous attend, qui est illuminé si vous voulez immortaliser votre soirée. Voilà, c'est ça le Sénégal. C'est ça notre Sénégal. Et j'espère que vous allez en parler autour de vous, que vous allez liker les pages, que vous allez suivre les vidéos et que le mois prochain, au prochain Sentalk, eh bien, on aura encore plus de monde ici avec nous. D'autant plus que le mois prochain, le Sentalk se tiendra le 14 février. Alors, comme nous sommes des gens ouverts à la culture d'ailleurs, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux.
Et donc, nous avons eu l'idée de faire de ce Sentalk un Sentalk particulier, où nous allons inviter ceux qui ont choisi d'entreprendre en couple. Entreprendre et s'aimer sera le thème du prochain Sentalk. Nous aurons 4 couples extraordinaires qui viendront nous parler de la joie et de la difficulté de lier famille, entreprise et tout ce qui va avec. D'ici là, soyez sages. Et si vous n'êtes pas sage, soyez prudents. Bonne soirée. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook.